Bien écoutez, madame la présidente, voilà, une dizaine, enfin une 10 interventions, pour, si j'ose dire, aller, voilà, sur de multiples sujets. Je vous laisse le soin d'apporter les réponses. Voilà, oui, je vais essayer de ne pas en oublier. Euh, enfin, vous l'aviez dit, Monsieur le Président, juste à la fin de mon intervention, et les questions le montrent, un des grands atouts de la BNF, mais aussi de ses difficultés, c'est que, étant encyclopédique, touchant à tous les savoirs, comme elle l'avait affirmé au moment de l'ouverture du site Tolbiac, la plus grande difficulté à laquelle elle est confrontée, c'est d'arriver à faire connaître tout ce qui se fait à la BNF et surtout tout ce qu'il est possible de faire à la BNF. Il n'y a pas un projet culturel ou un projet scientifique ou un projet d'éducation sans qu'on puisse se dire, mais oui, la BNF pourrait aussi apporter en termes de collection, en termes de savoir-faire, telle ou telle dimension. Voilà, ce qui fait qu'effectivement, les questions sont très logiquement nombreuses et touchant à beaucoup de sujets. Il y a quand même un point que je retrouve dans beaucoup de vos questions, c'est la question du public, ce qui est évidemment pas surprenant, et plus précisément encore la question de la fréquentation. Vous l'avez relevé en 2015, il y a eu une stabilisation de la baisse et un petit ressaut, ce qui était déjà source de satisfaction pour la BNF, puisque comme je le disais, la fréquentation dans toutes les bibliothèques a plutôt tendance à diminuer. Cette amélioration se confirme en 2016 et même s'accentue en 2016, notamment dans la bibliothèque de Haute-Jardin, c'est-à-dire la bibliothèque qui n'est pas réservé aux chercheurs. On a eu une augmentation de plus de 3% de la fréquentation, ce qui est évidemment tout à fait satisfaisant. Alors, je le dis avec précaution parce que après cela, il y a eu fermeture à cause de la crue, parce que l'impact est immédiatement très, très sensible, hein, parce que enfin, les 3%, c'est à la fois satisfaisant et trop peu pour que ce ne soit pas soumis à des aléas de cet ordre-là. Donc on espère néanmoins que cette amélioration va se confirmer. Simplement, moi, il me semble qu'on ne peut pas parler de la fréquentation de la BNF, mais vous le faites d'ailleurs aussi, sans parler de la fréquentation numérique. Vous évoquez, pour plusieurs d'entre vous, la contradiction qu'il pourrait y avoir à développer une politique de numérisation qui pourrait se traduire par un éloignement des lecteurs de la fréquentation physique des sites de la BNF et cette préoccupation de l'utilisation des locaux. Moi, il me semble que pour apprécier l'impact de la BNF, il faut en effet intégrer cette fréquentation dématérialisée. 15 millions, 16 millions, c'est la fréquentation sur Gallica. 30 millions, c'est quand on prend l'ensemble des sites, donc, y compris le site BNF, enfin le site de la BNF, où on peut rebondir vers Gallica. Donc, dans ce cas-là, c'est compté dans Gallica, mais où on a aussi accès à beaucoup d'expositions virtuelles et toutes sortes d'offres enfin, liées aux collections, liées au travail de la BNF, mais pas exclusivement consacrées à la lecture des documents. Donc, les deux chiffres sont bons et ça témoigne de ce que la fréquentation, évidemment, s'est beaucoup élargie par rapport à ce qu'elle était évidemment au moment où il n'y avait que le site Richelieu, parce que le nombre de places a été multiplié par 3 ou par 4 avec la construction du site Tolbiac, mais même par rapport à la naissance du site Tolbiac. Alors, comment faire pour faire en sorte que ces espaces soient pleinement utilisés? Quelles pistes, hein, vous me posiez la question des pistes qu'on peut explorer. Le travail qui a été engagé et que je pense poursuivre à destination des étudiants lycéens et
des étudiants chercheurs ou avant qu'ils ne soient au stade de la recherche, est un travail par cible, effectivement, c'est de travailler auprès des populations cibles, donc en lien avec les universités, en lien avec les établissements scolaires, pour qu'il y ait déjà connaissance de la possibilité de venir travailler à la BNF. Euh, c'est vrai aussi pour les chercheurs, parce que la fréquentation de la bibliothèque de recherche, elle n'est pas seulement liée au fait qu'on numérise ou qu'on ne numérise pas les collections, elle est liée aussi au fait que la recherche aujourd'hui se fait moins sur source qu'elle ne se faisait précédemment. Donc la relation avec les laboratoires de recherche, la notion d'hospitalité, la notion d'accueil, elle se démultiplie. Et elle vaut aussi pour l'accueil des laboratoires de recherche, le fait qu'on invite les professeurs à faire cours au sein de la bibliothèque, près des sources, et le fait qu'on incite, et c'est le rôle des bourses de recherche qu'on accorde aussi, qu'on incite les laboratoires de recherche, les universités d'une manière générale, à travailler sur source et donc de venir effectivement utiliser les sources historiques, en tout cas patrimoniales de la bibliothèque. Donc c'est un travail qui se fait par cible, et ce que je souhaiterais qu'on fasse de manière plus appuyée, c'est en lien avec les territoires politiques de la ville, ou enfin le travail de géographie fine qu'on peut déployer, d'aller effectivement inviter les étudiants et les élèves à venir aussi à la BNF. En termes de typologie des offres qu'on peut déployer, le projet Richelieu va apporter beaucoup. Le projet Richelieu, ça n'est pas que la restauration d'un patrimoine, ça n'est pas que la mise en valeur d'un bâtiment qui est, il faut le dire, exceptionnel, et des collections historiques qui sont essentiellement préservées, pour la plupart d'entre elles, conservées à Richelieu et pas à Tolbiac, mais c'est aussi déployer une offre nouvelle, une relation nouvelle avec le public à Richelieu, comme on a su le faire à Tolbiac. Il y a deux points essentiels qui vont être les espaces d'exposition permanents, qui n'existaient pratiquement pas à la BNF, ce qui est quand même un comble. Il y avait un musée, le département des monnaies, médailles et antiques avait ses salles d'exposition, donc il y a une partie des collections qui étaient montrées de manière permanente. Les personnels de la BNF, notamment les personnels scientifiques, ont pris conscience à travers le projet Richelieu qu'en fait une grande partie de la population ne savait pas tout simplement qu'il y avait ces collections exposées, ne savait pas que Richelieu n'avait jamais fermé, que les salles de lecture restaient ouvertes. Donc il y a vraiment une difficulté de positionnement de la BNF dans sa dimension musée, parce que la BNF n'est pas seulement une bibliothèque, mais est aussi un musée au sens propre. C'est le premier musée constitué comme tel. Et puis évidemment, les autres documents, l'ensemble des collections historiques sont de véritables trésors. Donc ça mérite effectivement que ce soit montré. Et pour la première fois, on va avoir une galerie d'exposition qui montrera aussi des manuscrits, aussi des livres, ce qui, je le dis en souriant, parce que effectivement, on n'imagine pas que la BNF ne montrait ses collections que, ce qui est déjà beaucoup, dans le cas des expositions permanentes. Donc là, nous sommes en train de travailler sur un parcours de musées, de salles d'exposition permanentes, en plus des salles d'exposition. Et la salle ovale, qui est quand même, en termes même d'imaginaire, qui est la bibliothèque rêvée de tous les amoureux des bibliothèques, tant l'espace est absolument, physiquement extraordinaire, était une bibliothèque de recherche, deviendra une bibliothèque ouverte à tous. Et ouverte à tous, j'allais dire vraiment à tous. Comme vous savez, pour venir travailler à la Bibliothèque nationale à Tolbiac, il faut avoir 16 ans. Donc quand le ministère parle de rajeunissement, ça voudrait dire changer aussi les statuts, ce qui n'est pas forcément nécessaire, parce qu'on a beaucoup de bibliothèques, notamment à Paris, de près, bibliothèques qui se développent, et donc effectivement il est aussi important, nécessaire que chacun ait sa cible et travaille en fonction de sa cible, en tout cas pour les salles de lecture. Donc néanmoins, ce travail d'ouverture se poursuit. Il était inscrit dans l'architecture de Tolbiac, il va se développer, se déployer à Richelieu, puisque la salle ovale sera ouverte à tous, sans carte,
simplement un espace ouvert pour pouvoir venir travailler, lire et voir un certain nombre de choses. Donc il y a une petite révolution qui se prépare et qu'on va, en tout cas mon souci c'est qu'on n'attend pas 2020 pour l'exprimer. Donc tout un travail de hors les murs que je suis en train de mettre en forme pour montrer les collections à Paris et sur tout le territoire français, évidemment de manière échelonnée, mais au moins de commencer cette exposition permanente des trésors de la bibliothèque avant même que les salles d'exposition permanente ne soient ouvertes en 2020 à la fin de la deuxième phase de travaux. Et puis il y a la question de la politique tarifaire que vous avez évoquée, qui est une question un petit peu ontologique pour la BNF parce que les bibliothèques ont une tradition de gratuité, que la Bibliothèque nationale n'est pas gratuite. Je ne suis pas sûre que la solution à la fréquentation soit la gratuité. Je ne suis pas sûre que de toute façon on ait les moyens de passer à la gratuité, mais en revanche, et ça c'est un travail que j'ai engagé dès mon arrivée, une réflexion sur une politique tarifaire qui soit plus lisible aussi, plus simple, parce qu'il y a 15 tarifs différents, donc c'est assez compliqué. Les tarifs réduits existent. Alors je vérifierai s'agissant de la carte éducation, mais évidemment le lien avec le monde de l'éducation est important et les tarifs réduits pour Tolbiac sont liés aussi à l'âge des personnes tout simplement. Donc les étudiants ont un tarif réduit qui est de 20 euros par an. Hein. Donc ça n'est pas gratuit, mais ça n'est pas loin d'être gratuit pour pouvoir venir lire à la bibliothèque. Par ailleurs, il y a cette réflexion nécessaire à avoir, qu'ont toutes les bibliothèques et que la BNF doit avoir aussi, sur ce qu'on vient faire à la bibliothèque. Est-ce qu'on vient y lire? Est-ce qu'on vient y travailler? Est-ce que c'est négatif de se dire qu'on vient à la Bibliothèque nationale, pas seulement pour lire les livres, mais aussi parce que, comme les lecteurs le disent eux-mêmes, on sait que l'on est à proximité des savoirs. Le savoir, c'est déjà quelque chose d'important. On sait que l'on a accès à des sources et à des compétences avec les bibliothécaires qui sont présents, qui peut être utile à chacun. On sait que l'on est là pour, comme ils le disent eux-mêmes, hein, ce ne sont pas mes termes, c'est le terme des lecteurs, se construire soi-même. Donc là, des premiers signes ont été apportés. Ce que je disais de la salle ovale c'en est un, mais aujourd'hui, à la BNF, on peut venir travailler sans forcément aller dans les salles de lecture. On a installé des espaces de travail, des sièges partout dans la bibliothèque. Ils sont extrêmement fréquentés. Ils ne sont pas comptabilisés. Je ne comprends pas pourquoi, mais ils ne sont pas comptabilisés. C'est 60 000 personnes qui viennent. Donc ça n'est pas négligeable par rapport aux 800 000 lecteurs que compte la BNF, qui viennent parce que aujourd'hui, on travaille autrement qu'on ne travaillait auparavant. On a ouvert en 2015, vous l'avez peut-être vu dans le rapport d'activité des salles, des espaces de travail collectifs. C'est toute cette réflexion sur l'utilisation des espaces qu'il faut avoir parce que ce n'est pas l'intérêt pour la BNF qui diminue, ce n'est pas l'intérêt pour les bibliothèques qui diminue, mais les usages changent en effet. Donc on lit peut-être de manière dématérialisée, puis on reviendra voir un document physique parce qu'on va se rapporter à un manuscrit ou à des estampes que l'on veut regarder, et on vient travailler à la BNF. Je pense important aussi d'accueillir, comme on le fait un petit peu, mais peut-être davantage, les laboratoires de recherche, les étudiants qui viennent avec leurs professeurs. Pourquoi pas, il y en a déjà des startups qui travaillent sur l'utilisation des données, parce que la bibliothèque est un réservoir de données. Qui sont mis à disposition, puisque la bibliothèque est très active dans la politique d'open data. C'est toute cette interaction avec des publics nouveaux, différents qu'il faut déployer. Et en tout cas, l'idée qu'on est appelé à ne plus lire que de manière dématérialisée ne fait pas partie de mes convictions. Et les dernières données qui sont celles, y compris des États-Unis, montrent qu'en effet, on continue de lire. On revient au monde physique, on revient au papier. Par ailleurs, les collections qui sont là sont absolument exceptionnelles. Donc, je n'ai pas de doute sur le fait que la BNF continue de remplir son rôle. Elle le fait de manière différente. Et encore une fois, je le disais tout à l'heure, c'est cette capacité à être réactif sur les nouveaux usages qui fait la grande force de la bibliothèque.
Évidemment, la question des publics est importante, donc je m'y attarde beaucoup, mais du coup, je pense avoir répondu à ces questions concernant Richelieu, avec donc un calendrier qui nous amène le temps entre la fin des travaux et la réouverture, c'est le temps normal du déplacement des centaines de milliers de collections. On est en train de toute façon, on est dans cette période que vous connaissez bien de lever des réserves. Donc, on n'a pas encore commencé le chantier de réinstallation des ouvrages. Il va commencer à la rentrée dès que les réserves seront levées. Et il faut en effet ce temps pour déménager les nombreuses collections. Et donc, réouverture mi-décembre et probablement inauguration en janvier de cette première partie de Richelieu rénovée, la deuxième partie nous amenant à 2020. Madame Duby-Muller est partie, mais le point essentiel, l'explication essentielle de l'augmentation du coût de ce chantier était liée à des découvertes bâtimentaires d'une part, et puis à une difficulté sur un marché qui a conduit à reporter un petit peu les travaux, et qui dit report dit surcoût, mais on est dans des évolutions qui me paraissent, compte tenu de l'ampleur de ce chantier, raisonnables. Le dépôt légal numérique. Alors là aussi, sur les aspects législatifs, je ne sais plus qui avait posé la question sur l'amendement à la loi création, mais en réalité, on peut tout à fait travailler sans réforme, sans modification de la loi. C'est ce que fait d'ailleurs la BNF. Elle le fait pour les livres avec les éditeurs, elle le fait avec l'ensemble des déposants qui simplement n'ont pas forcément à l'esprit le fait qu'ils doivent déposer, parce que ça n'est pas, je pense aux jeux vidéo par exemple, aux CD-ROM, enfin toutes les autres formes de production éditoriale, l'édition phonographique aussi. On est en train de travailler avec les différents représentants de ces secteurs pour mettre en place les dispositifs, les chaînes, parce que ce sont des chaînes quasi industrielles d'accueil des productions éditoriales, et on est confronté à aucune difficulté, hésitation des producteurs, des éditeurs. Donc les choses vont se mettre en place. Quantitativement, il est souhaitable qu'effectivement les choses se fassent de manière progressive, parce que c'est un chantier sur le plan technologique qui est extrêmement lourd. Les outils sont maintenant en place. On va commencer à les tester et donc à accueillir les productions numériques. Pour ce qui est de l'archivage du web, effectivement, il se fait par moissonnage. Je ne pense pas qu'il soit raisonnable d'envisager de conserver la totalité des productions imprimées sur le web. Et donc, ce moissonnage se fait maintenant aussi, est en place techniquement, et les chaînes de production sont aussi en place. Donc, la BNF est prête pour accueillir tout ce qui est nativement numérique. Ce qui ne veut pas dire qu'on va renoncer au dépôt légal papier. Personne n'a l'idée d'y renoncer. Depuis 2015, il se limite à un exemplaire, mais le dépôt légal se fait bien, il continuera de se faire. La question de la conservation des produits numériques est une question essentielle. C'est pour ça que j'évoquais, même si je l'ai fait très rapidement, l'archivage numérique. La BNF s'est donné les moyens, c'est tout à fait important, non seulement de conserver les supports numériques, mais de les mettre à jour de manière constante à travers son outil, qui est là aussi technologiquement extrêmement performant, l'outil SPAR, qui non seulement permet donc d'archiver numériquement, mais en permanence mettre à jour les supports pour pouvoir continuer de les lire. La politique de coopération peut-être internationale. Alors, les projets qui sont évoqués dans le rapport d'activité renvoyaient à tout ce qui était exploratoire. Je pense notamment aux relations avec les Russes, qui en fait n'a pas pour l'instant prospéré, mais j'ai repris contact avec
avec les autorités russes pour essayer d'avancer. Ce qui a bien avancé, je l'évoquais tout à l'heure, c'est la Chine. Les relations avec la Chine, les relations avec la Corée, qui a donné lieu aussi à des projets de numérisation communs. Un projet qui s'engage maintenant avec Israël sur les manuscrits hébreux, un projet partagé avec nos collègues de la British sur les manuscrits anciens. D'ailleurs, ce qui me conduit à évoquer aussi la question du financement de ces projets. Ils sont de nature diverse et par exemple, pour ce projet que nous faisons conjointement avec la British, il est financé par mécénat, par la Fondation Polanski. Donc toutes les hypothèses se retrouvent, sont possibles. Et en tout cas, ce sont des projets qui sont extrêmement intéressants. S'agissant de la francophonie, évidemment, la BNF est très active dans le réseau francophone numérique qui réunit toutes les bibliothèques nationales et les archives d'ailleurs d'un certain nombre de pays francophones. J'ai pu, depuis mon arrivée, faire franchir une étape nouvelle avec un projet qui va maintenant pouvoir se déployer, puisqu'on a réussi à convaincre nos collègues de la pertinence du dispositif que nous proposions de bibliothèque numérique francophone, qui se fait sur la base de la technologie développée par la BNF. Donc, c'est pour ça que j'ai évoqué cette question de référence qu'est la BNF dans le monde entier. Gallica, maintenant, se constitue vous l'avez peut-être vu dans le rapport d'activité, c'était le tout début en 2015 en marque blanche. Donc, on essaye maintenant de déployer cette technologie. La technologie marque blanche, elle permet à des partenaires, d'ailleurs aussi en France, par exemple pour des bibliothèques municipales qui voudraient bénéficier de cette technologie sans être mêlés à l'ensemble des partenaires de Gallica, parce que Gallica c'est la BNF, mais c'est 300 autres sites de bibliothèques, à utiliser cette technologie sous leur propre marque, à condition évidemment de contribuer au coût de fonctionnement de cette bibliothèque. Et c'est ce même principe qu'on déploie à l'international. Le portail franco-chinois, c'est sur la technologie de la BNF. Le portail francophone, c'est sur la technologie Gallica, en marque blanche, donc sous la marque de la bibliothèque francophone numérique, avec une présentation des collections de l'ensemble des partenaires numérisées qui va d'emblée, enfin, on pourra en montrer les premiers résultats à la rentrée, sera assez massif puisqu'on va pouvoir utiliser les collections de la BNF, évidemment, mais sans insister sur le fait qu'il s'agit de la BNF, en les présentant en fonction, par exemple, du pays dont on souhaite avoir des informations. Et c'est une nouvelle manière de faire vivre ces collections. Donc, c'est effectivement très important. Et en tout cas, les partenaires francophones ont salué la proposition qui a été faite par la BNF et construite avec les partenaires belges et les partenaires sénégalais pour déployer cette technologie. Voilà, donc je pense qu'il y a plein d'autres questions auxquelles je n'ai peut-être pas répondu, mais je vois que le temps passe, donc je ne sais pas si je poursuis. Qu'est-ce que j'ai pu oublier de... Une question peut-être de Madame Bess sur les... la dimension régionale. Voilà. Alors, je regarderai parce que je n'ai pas en tête de projet particulier sur cette dimension que pourrait effectivement apporter un projet de portail, parce qu'encore une fois, les collections sont là, mais la question c'est celle de savoir comment on les met en lumière, et cette politique de numérisation partenariale, éditorialisée, c'est une manière de mettre en lumière des collections qui sont là et qui sont disponibles, qui sont mises de toute façon à disposition. Donc, je ne suis pas sûre, mais si vous me posez la question, c'est que probablement vous n'avez pas repéré de projet qu'il y en ait eu dans les années passées.